Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va se mater un nouveau documentaire sur l'élection américaine. Voilà, je sais pas vous mais moi, je me prends de passion pour cette nouvelle télé-réalité. Voilà, on arrive à la fin de la saison de Joe Biden. Mais quel va être le titre de la prochaine saison de la télé-réalité? Les États-Unis d'Amérique. Moi, ça me passionne. Il y a des rebondissements dans tous les sens, il y a des prises de position, des éclats, des machins. J'adore les amis. Et justement, j'ai bien spoté un documentaire de Arte qui font toujours des documentaires politiques géniaux. Justement, on en avait fait un pareil sur la présidentielle américaine. À chaque fois, ils vont vraiment en profondeur dans les sujets qu'ils abordent politiques. Ils ne s'arrêtent pas juste à une opinion. Voilà. On n'est pas dans un débat d'idées. Il est bien, il n'est pas bien, elle est bien, elle n'est pas bien. L'idée, c'est d'aller au fond du sujet et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière cette élection. Et justement, le documentaire que j'ai ciblé, il parle de pourquoi est-ce que c'est l'élection la plus serrée de l'histoire des États-Unis. Alors, évidemment, on a vu la dernière élection de Joe Biden. Stop the count! Stop the count! Stop the count! Le fou furieux qu'il était. C'était génial. Eh, franchement, c'est méga grave quand même. C'est l'élection de leur président. Mais putain, c'est du divertissement les gars. Putain, on peut pas leur reprocher ça aux Américains, on peut pas leur reprocher. Et donc bah voilà, on est parti pour le documentaire. Pourquoi est-ce que c'est l'élection la plus serrée de l'histoire? Let's go. Ah oui putain, récemment on l'a vu aller bosser à McDo celui-là. Donald Trump qui embauche chez McDo. En Pennsylvanie dimanche, le candidat républicain s'est mis en scène, de la friteuse à l'accueil clientèle. Oh, il a vraiment tout fait, il nous a vraiment tout fait. Alors ça c'est vraiment l'Amérique au maximum. Junk food, fast food, que du gras, du pas cher, du vite, vas-y à fond. Bah évidemment, il faut bien le meilleur des représentants, le président américain, évidemment. Surtout lui. L'occasion de tacler sa rivale démocrate. Mais sans déconner, il a quand même vachement le profil d'un mec que tu vois au fast-food. Hein. Sans déconner, lui c'est un bon manager de McDo quand même. Ça me choquerait pas de voir un mec comme ça manager de McDo. Hein. Qui assure avoir travaillé au fast-food lorsqu'elle était étudiante. Ah oui, parce que elle a dit qu'elle avait bossé au McDo quand elle était étudiante. Happy birthday, Kamala. Au même moment, Kamala Harris fêtait ses 60 ans avec la star américaine Stevie Wonder. Waouh. Dans une église de Géorgie, sans perdre de vue son duel avec Donald Trump. Mais même là, le fait qu'elle fête son anniversaire dans une église, c'est pour renforcer le côté chrétien, etc. Parce que l'église chrétienne est extrêmement populaire aux États-Unis, même pas plus. C'est pas même pas juste populaire. Les présidents américains, si je ne m'abuse, prêtent serment sur la Bible lorsqu'ils deviennent présidents des États-Unis. C'est-à-dire que là-bas, l'église, c'est avec le gouvernement. Donc même là encore, c'est un mouvement politique de sa part. A country of chaos, fear and hate, or a country of freedom, compassion and justice. Quelle Amérique? Sans déconner, la misère. C'est le jour de ton anniversaire. Allez, faut que tu fasses un discours politique. T'es au taf, même le jour de ton anniversaire. Sortira des urnes. Au vu de la mécanique électorale américaine où les grands électeurs auront le dernier mot, le scrutin s'annonce plus indécis que jamais. 49% d'intention de vote pour la vice-présidente. Mais du coup, c'est ça. Parce qu'au début de la campagne présidentielle, Trump était vraiment très populaire. Au fur et à mesure, Kamala Harris, je crois qu'elle est repassée devant. Hop, j'ai changé. Donc Trump était très populaire, elle n'était pas populaire du tout, c'était Joe Biden. Lui, quand il a démissionné, elle est repassée devant. Et petit à petit, il a réussi à changer l'ordre de popularité. Et là, je crois que Trump est repassé méga populaire dans les sondages. Bon. Franchement, ça reste très difficile de savoir qui va passer. Franchement. Mon boulot, c'est d'essayer de dire aux gens qui va gagner. Mais je dois être honnête avec vous, je n'en ai pas la moindre idée. C'est mais c'est clair. serré. C'est la plus serrée de l'histoire. C'est l'élection la plus serrée. Allez. He's becoming increasingly unstable and unhinged. Kamala Harris accuse son rival de sénilité. Ah mais oui, on a vu Elon Musk venir faire un speech pour Trump. Et Elon Musk, les amis, je crois qu'il a dépensé 118 millions. Ouais, je crois, hein. Je crois.
118 ou 18 millions. Bref, des millions de dollars pour la présidentielle de Trump. Et d'outrance. Donald Trump, lui, peut compter sur le soutien du milliardaire Elon Musk, propriétaire du réseau social X. Fight, fight, fight. Vote, vote, vote. Alors Elon Musk peut-il faire gagner le républicain? Pourquoi le scrutin s'annonce-t-il si serré entre Donald Trump et Kamala Harris? La victoire va-t-elle se jouer à quelques milliers de voix près? D'ailleurs, pour l'élection George Bush, Igor, non pas Igor, oh, je me souviens plus, Gol, quelque chose, ça s'était joué à 500 voix pour l'élection des représentants de la Floride, donc pour gagner l'État de la Floride, parce qu'aux États-Unis, il y a des swing states, et en gros, chaque État a un nombre de délégués en fonction du nombre de millions d'habitants dans l'État. Par exemple, en Californie, si je ne m'abuse, bon, je dirais un truc comme ça, admettons qu'il y a 55 millions, je crois que c'est ça, 55 millions d'habitants en Californie, et ben le mec qui est élu en majorité en Californie, il gagne 55 délégués. Et c'est le mec, ou là, c'est le candidat qui a le plus de délégués au total dans tout le pays qui gagne. Et il y a des États qui sont très orientés dans un camp plutôt que l'autre. Californie, très démocrate par exemple. Texas, très conservateur, donc très Trump. Et il y a des swing states, donc ce qu'on appelle des États qui changent, qui ne sont pas orientés à fond d'un côté et qui donc peuvent rapporter 10, 20, 30 délégués qui vont faire que tu as la présidentielle à la fin. Et justement, Bush, je ne sais plus c'était quoi son nom, donc il a gagné la Floride à 500 voix près, donc 500 voix des citoyens. Il a gagné la Floride et donc le nombre de délégués, je crois qu'à l'époque il y en avait 25 ou 30, et donc il a gagné l'élection cumulée du pays à 10 délégués près. Donc en fait, celui qui avait gagné la Floride, il gagnait l'élection totale. Bref, et retour au documentaire. Ah, il y a un retour plateau, ok. Nos trois experts pour ce débat. Maxime Charveau, bonsoir. Vous êtes professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de la politique américaine. Selon vous, il faut remonter aux années... Ouah, les fiches. Ouah, Matt, les fiches. Mais elle n'a pas de lunettes. Ah, faut qu'elle prenne des lunettes. Hein. Pour trouver une élection avec une telle violence verbale ou physique, les réseaux sociaux, ajoutez-vous, amplifient cette violence et la question du changement climatique ajoute de l'incertitude au scrutin dont on aura le résultat le 5 novembre. On le voit avec les ouragans. Et les jolis yeux verts. Bonsoir madame, juriste et professeur émérite de droit et de civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Votre dernier ouvrage, Les juges contre l'Amérique, vient de paraître aux éditions Libellus, dans la collection Libellus. Selon vous, cette élection va se jouer dans 2 ou 3 États clés, on y reviendra évidemment. C'est ça, les swing states. Et elle dépendra de quelques milliers de voix. Si Trump est perdant, il refusera la défaite. Ses troupes, ajoutez-vous, placent déjà leurs pions pour bloquer tous les processus de certification de l'élection. Et Patricia Allais. Non mais ça justement là-dessus, ce que j'avais vu, c'est que en gros, si Trump passe pas, il y a de fortes chances que ces militants, comme ils ont fait avec le Capitole, prennent les armes et ils aillent en mode guerre civile aux États-Unis, quoi. Bon, évidemment, c'est pas fait ce qui est dit, ce qu'il va faire. Voilà. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais ils l'ont déjà fait au Capitole quand même, c'est fou furieux. Bref, go. Bonsoir madame. Grand c'est des têtes quand même les mecs. Hein. Attends. Spécialiste des questions internationales. Vous étiez aux États-Unis en 2016, n'est-ce pas, lors de la pré-campagne Hillary Clinton-Donald Trump. Selon vous, le rôle central d'Elon Musk est révélateur de cette campagne à base de punchline, de show et de pipolisation poussée à l'extrême. Oh my god. Oh les boomers à base de punchline, de médias. Trump-Musk, c'est l'alliance de 2 égaux pour des raisons purement tactiques. Et on va développer toutes ces questions après le chiffre du jour. L'élection présidentielle américaine va se jouer dans 7 swing states, c'est-à-dire ces États qui peuvent pencher ou bien du côté démocrate ou bien du côté républicain. Ils sont donc la clé du vote. On va les voir sur la carte. Hein. Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Géorgie, Caroline du Nord et la stratégique aussi Pennsylvanie. Il cumule ces États au total 93 grands électeurs. Donc en fait, là c'est très démocrate, c'est très Kamala Harris. Là c'est très conservateur, c'est très Trump. Caroline du Sud, non, elle est là. Caroline du Sud, non, ouais peut-être. Caroline du Sud, c'est très raciste, c'est très conservateur aussi.
Tout ça, c'est très raciste aussi, Arkansas, tout ça, c'est très raciste, très conservateur aussi. Et il y a des États en parallèle de tout qui sont ni trop de l'un, ni trop de l'autre et qui justement peuvent faire changer totalement l'élection globale du pays entier. Je rappelle, aux États-Unis, je crois que c'est 350 millions de personnes et chaque État reçoit des délégués, bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Sur les 538 que compte l'élection présidentielle américaine et ces grands électeurs... C'est ça, donc dans 7 États, il y aurait 93 délégués grands électeurs, pareil. Et ça représente... Ok, il en faut 270 donc pour la moitié de tous les électeurs, des grands électeurs du pays. Ah, ça représente quand même beaucoup, au final, c'est clé, enfin ça représente énormément, quoi. Désigne ensuite le ou la vainqueur. Maxime Chervaux, dans ces États-là, c'est ultra serré en ce moment. Complètement. C'est pour ça que l'élection elle est méga serrée, c'est que on n'a aucune idée de qui va passer dans les 7 États. Et ça va être grosso modo, comme disent les Américains, ça va être un dogfight, vraiment une chien qui s'entrebouffent, quoi. À peu près 4% des électeurs dans chacun de ces États qui, pour l'instant, ne sait pas s'ils vont aller voter ou s'ils vont choisir l'un ou l'autre, probablement le moins pire des deux, selon eux en tout cas, dans les 7 États qui sont ici. Donc Nevada, par exemple, ici, c'est Las Vegas, Nevada. Et bon, il y a d'autres villes, mais c'est le désert. Il y a d'autres petites villes, mais en gros, c'est Las Vegas. Et qui va être le plus avantageux pour les habitants de Las Vegas? Trump ou Harris? Je sais pas. Donc c'est ça qui, comment dire, ajoute beaucoup d'incertitude à cette élection et qui la rend historique du point de vue très contemporain, dans le sens où on n'a plus l'habitude de campagnes américaines qui se jouent sur plus de 4-5 États. Le fait d'en avoir 7, bon, il n'y aura pas de vague, et donc ça élargira probablement pas la carte beaucoup plus que ça, mais le fait d'en avoir 7, c'est ça qui rend encore plus difficile d'avoir des pronostics à 15 jours de l'élection. Allez-y, alors si on regarde bien, la Géorgie, la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, si l'un des deux candidats remporte ces 3 États, il gagne l'élection. C'est ça? Oui. Et c'est vrai que... Parce qu'il y a le plus grand nombre de grands électeurs dans ces États-là sur les 7. En Pennsylvanie, 19 grands électeurs. Donc, si l'un des candidats remporte la Pennsylvanie, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies pour atteindre le seuil de 270. Ah ouais, donc même parmi les 7 États qui sont clés, décisifs pour remporter le global dans tout le pays, il y a certains qui sont plus décisifs que d'autres. La Pennsylvanie ici, ça a l'air d'être vraiment... Ça m'étonnerait que l'un des deux obtienne les 3 parce que la Géorgie, alors qu'elle penchait démocrate, est en train de pencher plutôt républicain et la Caroline plutôt démocrate. Donc il y aurait une division. Nevada, Arizona, on pourrait penser que c'est le même contexte, ce sont des États de l'Ouest, etc. Et l'Arizona, dans lesquels les démocrates avaient fait des bons scores en 2020 et en 2022, là, Kamala Harris est un petit peu en retrait. Mais là, on parle de scores genre 48-49 dans la fameuse marge d'erreur. Donc, il suffit de 500 électeurs pour que ça bascule d'un côté ou l'autre. Oui, comme ce que je disais avec Bush, je ne me souviens plus de son nom. C'est qui son nom à lui? Mince, je vais regarder ça vite fait. Non, c'était fils. Parce qu'il y a eu le père Bush qui a été élu. Mais c'était contre lui. Et donc, c'était contre... Merde, il a été élu contre qui? Élection du 7 novembre 2004 contre... Ah, bah voilà, Al Gore. J'avais dit Igor, mais je me souviens qu'il y avait un Gore. Donc, contre Al Gore, au final, même c'est Al Gore qui avait eu le plus de voix de gens qui ont voté, le plus d'Américains qui ont voté pour Al Gore. Mais comme lui... a gagné la Floride à 500 voix près, il a gagné l'élection globale. Ah, c'est fou. C'est fou. Anyway. Bref. Pour rappeler, pour les gamins en vacances qui nous regardent par exemple, ce n'est pas le suffrage universel direct, mais c'est le suffrage universel indirect. Les Américains, les 240 et quelques millions d'électeurs vont élire des grands électeurs qui à leur tour vont élire l'un des deux. C'est ça, hein. Et la spécificité, c'est que... ça se joue à un électeur. Il suffit finalement que quelqu'un ait 50 plus un vote pour qu'il remporte tous les grands électeurs. Donc, je trouve que c'est une élection qui pose quand même la question de la démocratie américaine. Ah, mais c'est ça, parce qu'en fait, ce que j'avais lu dans un autre article il y a longtemps,
que je me souviens pas, j'aurais pas la ref les amis, je pourrais pas vous la mettre en description. En fait, il y a plusieurs formes d'élections démocratiques. En fait, il y a plusieurs formes. Nous, ce qu'on a, c'est premier tour, et après second tour, et c'est au second tour, celui qui a le plus de voix dans le pays qui gagne. Ok, super. Aux États-Unis, il y a les grands électeurs, c'est encore autre chose. Et en Australie, si je ne m'abuse, en fait, c'est un autre système où en fait, quand tu vas voter, tu mets un ordre parmi, imaginons il y a 5 candidats, tu mets candidat A en 1, candidat B en 3, candidat C en 2, parce que c'est ton ordre de préférence. Ce qui fait qu'à la fin, c'est le mec qui, celle qui est élu, tout le monde est à peu près, ouais bon, c'est pas vraiment celui que je voulais, mais c'est moins pire. Et donc tout le monde est à peu près satisfait de la personne qui a été élue président, présidente. Alors que forcément chez nous, comme aux États-Unis, étant donné que c'est binaire, forcément tu as la moitié, voire plus, ou un petit peu moins, qui n'est pas du tout d'accord avec qui est en place. Donc il y a différentes formes d'élections présidentielles dans une démocratie, et toutes ne se valent pas du tout. Toutes ne valent pas du tout. J'essaierai de retrouver le doc que j'avais lu. Parce qu'on critique par exemple les élections à Paris, à Marseille, puisqu'on les trouve parfois non démocratiques et injustes, puisque justement c'est au suffrage indirect. Alors qu'en est-il effectivement des États-Unis? Parce que là, on l'avait très bien vu avec Hillary Clinton, elle avait remporté à 3 millions de voix les votes, au vote populaire, ce que l'on appelle aux États-Unis. Et lorsqu'il s'est agi des fameux grands électeurs, c'est-à-dire de ce vote qu'on dira pour les enfants à 2 étages en quelque sorte, et bien là, elle a perdu. Alors, c'est l'objet de notre archive, effectivement. Et 2000 aussi, l'année 2000, c'était la même chose. Les démocrates avaient remporté le vote populaire, mais pas l'élection. Regardez l'archive, celle-ci, c'est 2016, Hillary Clinton. Donald Trump n'est pas leur président. Pour de nombreux manifestants à travers le pays, l'élection de Trump est injuste. Hillary Clinton a obtenu 2,5 millions de voix de plus que l'homme d'affaires. Je savais pas. J'avais complètement oublié cette histoire. Un système vieux comme la Constitution américaine, le collège électoral. Je ne pense pas que mes droits ont été entendus. Je crois que le collège électoral doit être revu. Le collège électoral est archaïque et ne représente pas le peuple. Le système électoral est défaillant. C'est ridicule. Mais on ne peut pas le réformer. Et le système n'a jamais été réformé, Maxime Chervaux. Est-ce que ça peut se reproduire là dans cette élection, c'est-à-dire que Kamala Harris décroche le vote populaire, mais au final ne soit pas élu? Oui, complètement. D'ailleurs, si Donald Trump, avec les sondages qu'on a pour l'instant, les chiffres qu'on a pour l'instant, si Donald Trump est élu, il y a de très fortes chances qu'il perde de toute façon le scrutin au niveau national, mais pour 2 raisons très simples, c'est New York et la Californie. C'est-à-dire que à New York et en Californie, vous avez un surplus de plusieurs millions d'électeurs démocrates, mais sauf que comme il faut un électeur en plus de la majorité pour pouvoir remporter l'État, ça fait un surplus qui est perdu, tout simplement d'ailleurs. Mais ça c'est tellement les lobbies politiques américains qui bloquent le game juste pour garder les 2 parties et être sûr que on va pouvoir bien manipuler un peu les élections derrière avec l'argent, parce que le plus tu as d'argent, le plus tu as de chances d'être élu aux États-Unis. C'est pas du tout bloqué comme en France, c'est vraiment le plus tu as d'argent, le plus tu as de chances d'être élu. Qui seront les arbitres? On dit que c'est les républicains modérés, ceux qui ne veulent pas aller vers Trump, mais en même temps qui rechignent à voter Kamala Harris. Si l'on voit les stratégies de Harris en ce moment, et là où elle fait campagne, avec qui elle fait campagne, il semblerait que ce soit la solution éventuelle, puisqu'il y a quelques jours, elle était avec 100 républicains, la fameuse Liz Cheney, qui avait siégé dans la commission du 6 janvier pour enquêter sur l'insurrection, le papa de Liz Cheney, et puis surtout beaucoup de républicains qui ont été dans la sécurité nationale, qui ont travaillé avec tous les présidents républicains, y compris avec Donald Trump, et qui clament haut et fort partout qu'il n'est pas possible qu'il redevienne président parce que c'est dangereux pour la sécurité nationale des États-Unis. Donc c'est des mecs qui ont bossé avec Trump qui attestent pour Kamala Harris, qui disent Trump est un danger. Oui, mais ceci dit, ils ne veulent pas voter Trump, ne se sentent pas votant Trump, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont voter Kamala Harris. Ils peuvent tout simplement rester chez eux. Ou voter pour les 3 petits candidats, pour les le libertarien, l'écologiste et l'antiraciste. Donc l'abstention, ça sera important à regarder. L'abstention, comme toujours, ça sera important, mais ça sera important à regarder par secteur. Et ça sera aussi important de regarder le vote mâle
noir et le vote masculin latino aussi. Parce que c'était des populations qui votaient par tradition démocrate et qui aujourd'hui sont en train effectivement d'aller vers le vote républicain. Parce que Trump, justement, avec sa hargne, sa force, il est en train de dire, vous les garçons, venez avec moi, quoi, en quelque sorte. Non mais justement... Là, je suis pas forcément d'accord. C'était quand le doc il est sorti quand? Il y a 6 jours, ouais, il y a 6 jours. Ah, mais donc c'est dans 9 jours l'élection. Parce que justement, hier, il y avait un humoriste dont je suis pas particulièrement fan d'ailleurs, qui s'appelle Tony Hinchcliffe, qui est animateur du podcast Kill Tony, qui a participé au meeting présidentiel de Donald Trump à New York, dans le Madison Square Garden, une des plus grosses salles du monde entier, et qui a fait des blagues racistes sur les latinos et les portoricains, Porto Rico, qui est un territoire américain, bref, sur la communauté latino-américaine. Et en gros, il les a traités d'ordures, mais c'était un peu une vibe, globale, dans le sens où c'était un message soutenu tout au long de son discours. Alors, c'est un humoriste, mais quand tu te présentes sur un meeting politique, pour moi, tu n'es pas humoriste. Pour moi, tu dis ce que tu penses. Donc, vraiment, ça a fait beaucoup parler, à tel point que l'équipe de Trump a dit derrière non, attention, nous, on représente, c'est pas du tout les idées représentées par le président Trump. Donc, je suis pas sûr que les latinos, ils vont vraiment voter pour Trump à la fin, hein. Par rapport à la blague raciste qu'a fait le mec au meeting de Trump. Je sais pas s'il les a gagnés complètement. Est-ce que c'est vraiment l'élection la plus violente? Parce que, vous le disiez dans la préparation de cette émission, avec Jackson en 1828, c'était déjà violent, la politique américaine. Est-ce que ça l'est vraiment encore plus cette fois-ci? La politique américaine a toujours été violente. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, des assassinats. Au 19e siècle en particulier, mais même à plusieurs moments durant le 20e siècle. Alors l'anecdote de Jackson, c'était... Andrew Jackson a été élu en 1828 et sa femme est décédée quelques semaines après l'élection, avant même qu'il ait le temps, en diligence, d'arriver jusqu'à Washington. Et il a toujours reproché à ses adversaires de l'époque, certains qui étaient d'ailleurs des anciens alliés, la virulence de leurs attaques qui aurait conduit, en critiquant sa femme, à provoquer son décès, grosso modo. Donc on a ce regain plutôt du coup maintenant de violence aujourd'hui, de violence physique, de violence verbale. Ce qui est vraiment différent, c'est... l'assaut du Capitole, excuse-moi, mais c'est pas un regain, hein, c'était déjà là. Qui leur donne du coup une certaine caisse de résonance complètement. Et quand on parlait du changement climatique, c'est juste que autant on a eu des élections où un événement climatique a pu vraiment jouer sur le vote tout simplement. On l'a vu, Katrina. La gestion de Katrina avait vraiment été un coup sur l'administration Bush à l'époque. Mais cette fois-ci, on a déjà 2 gros événements climatiques qui sont venus désorganiser complètement des régions en Floride, en Caroline du Nord, une partie de la Géorgie. Et c'est vrai que du coup, avec l'incertitude sur comment est-ce qu'on va organiser des élections dans cet endroit-là, et surtout les théories du complot à rallonge, qui se sont ajoutées dans le seuil, avec une représentante au Congrès fédéral qui dit de toute façon, on sait très bien que ce sont les humains qui dirigent les ouragans. Ah oui, cette désinformation. On voit les ouragans sur les comtés républicains. Non, mais Trump dit quand même qu'ils ont volé l'argent aussi de l'agence fédérale qui doit traiter les ouragans. Et ça, bien, les républicains et au-delà l'entendent. C'est ça qu'ils entendent aussi, que les migrants mangent les chiens et les chats. On en a parlé sur ce plateau, on en est toujours sidérés. Mais bon, c'est pas plus concret que ça. C'est une désinformation très dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle nuit à ceux... Les mecs qui pensent vraiment que c'est les hommes qui créent des ouragans, ou alors que les latinos immigrés illégalement aux États-Unis mangent les chiens et les chats domestiques. Mais vraiment, hein, ils disent ça vraiment premier degré, quoi, prom dog, les mecs. Qui essaient d'aider les victimes des ouragans. Elle nuit aux gens... Et c'est les mecs qui président le pays. Haïtiens qui sont agressés, etc. Et cela prend parce que les réseaux sociaux, c'est l'anonymat. Donc on se permet des choses qu'on ne dirait peut-être pas en face à face. Et puis, sur le plan juridique, c'est l'immunité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que personne ne peut poursuivre les réseaux sociaux, quoi qu'ils mettent en ligne. Et qu'ils fassent semblant de modérer, de ne pas modérer, ou qu'ils s'abstiennent totalement de modérer, comme sur X, on ne peut pas les poursuivre. Et donc, quand on ajoute à ça le premier amendement qui protège la liberté d'expression, derrière lequel Elon Musk s'abrite pour faire circuler ces théories du complot, on a
cette situation qui est quand même bien différente du 19e siècle. On va parler de lui après. Elon Musk, il est quand même à propos de Kamala Harris, on a vu Donald Trump la traiter de vice-présidente de merde et Kamala Harris tenter de tout faire pour juguler sa colère et ne pas tomber dans une spirale ascensionnelle je suis bloqué là-dessus, comment il sautait comme un oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle, effectivement, elle emploie des mots beaucoup plus polissés à l'égard de Trump. Elle dit qu'il n'est pas fait, en quelque sorte, pour être président. Il n'a pas la dignité, il n'a pas l'allure, il n'a pas... Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que sa campagne a bougé. C'est-à-dire qu'au début de la campagne, elle incarnait un peu un nouveau discours démocrate. La joie, la liberté, d'être ensemble, etc. Et puis là, on a l'impression que son staff se dit, comme cette campagne, ça ne marche pas trop, parce qu'elle ne veut pas, en fait, dire qui elle est et ce qu'elle veut, parce que cette femme, autant tout le monde connaît Trump, ses affres, ses histoires avec les femmes, mais personne ne connaît Kamala Harris. Donc, elle ne se dévoile quand même pas trop, même s'il y a des petites publicités et vidéos. Et donc, son équipe, on a l'impression, lui demande de switcher, de changer sa campagne et de faire plus en sorte de revenir au thème de Biden, dans des termes plus polissés, qui attaquait Trump comme le danger de la démocratie. Et elle est en train de refaire ce qui était la stratégie de Biden, de faire de ces élections un référendum, oui ou non pour Trump. Et c'est ce qu'elle est en train de refaire. Et je ne sais pas si ça sera si payant que ça. C'est vrai que c'est assez difficile. C'est-à-dire que plus tu fais polémique, plus on t'aime. C'est une télé-réalité. C'est une télé-réalité, cette histoire. Il faut remettre en contexte. Une campagne américaine, quand vous voulez monter une campagne présidentielle aujourd'hui, c'est 1 an et demi de travail. C'est des milliards de dollars, c'est 1 an et demi de travail. Elle a eu 3 mois pour monter une campagne, se faire connaître et attaquer Trump, sans réussir à se faire caricaturer, et en plus sans faire de bourde qui aurait été rédhibitoire auprès d'une partie de l'électorat. Mais cette prudence-là, je trouve, qui a été le thème de cette campagne, elle est presque préjudiciable aujourd'hui. Là, elle change. De toute façon, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle change maintenant d'un peu de dynamique. Ça reste son avis à elle aussi. Est-ce qu'il anticipe une défaite pour mieux la dénoncer? Il dénonce déjà, en tout cas, les votes anticipés qui ont déjà commencé aux États-Unis. 15 millions d'Américains ont déjà voté. Il dit que ça pourrait être l'origine de fraude. Écoutez-le. Now we have this stupid stuff where you can vote 45 days early. I wonder what the hell happens during that 45. Let's move see these votes. We've got about 1 million votes in there. Let's move them. It's terrible. What happened the last time was disgraceful, including right here. But we're not going to let it happen again. Too big to rig, right? That's one way you do it. We got to take our country back from these horrible people because if we win Pennsylvania, we win the whole thing. It's very simple. Mais il n'y a même pas d'idée. Il ne dit pas je vais faire ci, je vais faire ça. Le mieux pour l'Amérique, c'est ceci parce que ça. C'est juste, on se crache les uns sur les autres. Un dogfight, des chiens qui s'entrebouffent. Il se prépare déjà à contester le vote, Donald Trump, et de manière plus professionnelle que la dernière fois, peut-être? Oui. Vous vous rappelez qu'en 2020, avant même l'élection, il a dit de toute façon, si je perds, c'est qu'il y aura de la fraude. Et tout a été mis en œuvre durant 4 ans pour préparer cette contestation. Sur le plan juridique, vous voulez dire, avec des alors juristes. sur le plan politique, sur le plan de tout, parce que finalement, il était un peu naïf en 2020. Ils ont essayé tout un tas de stratégies dans le désordre, et puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais ils ont appris leur leçon. Et puis surtout, les républicains dans les États qu'ils dominent, c'est-à-dire plus de la moitié, ont mis en place des règles non seulement pour empêcher les électeurs démocrates d'aller voter, ce qu'on appelle voter suppression. Donc on change les règles du jeu, on limite les jours de vote anticipé qui sont censés être si dangereux mais qui permettent aux gens qui ne peuvent pas se déplacer le jour de l'élection de venir voter. C'est plutôt une bonne mais chose. En plus, ils ont mis des mécanismes qu'on appelle subversion. Mais d'ailleurs, chez nous, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué d'aller voter quand tu n'es pas en France, quand tu n'es pas dans ta circonscription? C'est un scandale. Pourquoi on n'a pas de vote en ligne sur le téléphone? Mais il y aurait beaucoup moins d'abstention. De l'élection, c'est-à-dire placer là où il y avait des indépendants en charge des élections, des loyaux à Trump qui, eux, feront ce que demande Trump. Et vous vous rappelez que le Parti républicain est maintenant aux mains de la belle-fille de Trump. Donc tout l'argent collecté, ça va à Trump pour payer les frais d'avocat. Et les stratégies, c'est Lara Trump qui décide. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Et si jamais le juridique échouait, il pourrait y avoir aussi ce qui s'était produit, un assaut contre des institutions, voire le Capitole, une redite de ça. Enfin, c'est quelque chose qui est craint.
Oui, c'est craint forcément. C'est vrai que quand vous avez cet événement 4 ans auparavant, forcément, vous avez peur que ça arrive une nouvelle fois. On en parlait, c'est vrai, avant l'émission. Moi, j'ai plutôt peur quand même d'un autre scénario, qui est un scénario un peu plus institutionnel, où, comme on l'avait expliqué plus tôt dans l'émission, l'élection est indirecte. Donc, dans chaque État, on élit une liste de grands électeurs. Suffrage indirect. Exactement. Et chaque parlement dans les États, chaque congrès dans les États, a le pouvoir de choisir une liste alternative si elle estime que la liste n'est pas légitime ou pour des raisons diverses et variées. Et donc, ce dont j'aurais plus peur, c'est ce qu'on a commencé de voir en 2020 déjà. Il y a eu 4 à 5 États qui ont essayé de mettre en place des listes alternatives et les envoyer au Congrès pour que le Congrès puisse choisir. C'est quoi une liste alternative, pardon ? Vous, par exemple, si vous avez 19 grands électeurs en Pennsylvanie, ce sont 19 noms, souvent des caciques du parti. Vous en choisissez 19 autres et vous les envoyez au Congrès. Et le Congrès, qui se réunit en janvier pour certifier les élections, peut dire, oui, là, il y a un doute sur la légitimité, celle-ci est la bonne liste, et pas celle que les résultats nous donnent au bout du compte. Et donc, vous pouvez simplement changer le calcul et qui a gagné l'élection. Et avant même cela, il y a un certain nombre d'États qui ont dit nous, on va refuser de certifier l'élection. Alors que c'est une procédure administrative, parce que s'il y a refus de certification, cela veut dire que l'État, peut-être, ne va pas respecter les dates butoirs. Parce que dans ce système, avec les grands électeurs, il y a une première au niveau de l'État, puis ensuite, en décembre, tous les États, certification. Mais donc, du coup, il a gagné, quoi qu'il arrive. Puisqu'il a mis des pions dans des... Puisqu'il a mis des mecs... des loyaux à Trump dans tous les États des swing states, notamment Pennsylvanie, qui diront, même si c'est Kamala Harris qui passe, ils diront non, on conteste les élections et c'est la liste alternative. Évidemment, ça va être des mecs qu'ils ont choisis, qui vont représenter Trump au Congrès, etc., machin. En fait, il a gagné quoi qu'il arrive, le mec. Putain! J'avais pas dit que c'était des bêtes de documentaire Arte. C'est toujours des bêtes de documentaire. Janvier. Et là, la loi qui prévoit ce système et qui a été renforcée pour dire très clairement que le vice-président n'a pas le droit de refuser de certifier, elle prévoit malheureusement des dates butoirs impératives. Donc que se passe-t-il si la Géorgie, parce que c'est là que beaucoup de choses se passent, si la Géorgie n'est pas prête, n'a pas certifié pour la date butoir, est-ce que cela veut dire que cela va renvoyer le choix final à la Chambre de représentants et donc ce sont les républicains qui vont choisir et donc ils vont choisir M. Trump? Alors, on va évoquer avec vous trois le cas et l'influence déterminante ou pas d'Elon Musk. On va en parler avec vous, Anna, à propos d'une loterie qui fait effroyablement polémique. Oui, c'est une première dans l'histoire des élections américaines. Le milliardaire Elon Musk offre $1 million chaque jour à un électeur tiré au sort et qui vit dans un de ces 7 États clés dont on a parlé. Alors, pour espérer remporter le gros lot, il faut avoir préalablement signé sa pétition qui défend les 2 premiers amendements de la Constitution, à savoir la liberté d'expression et le droit de porter une arme. Les 3 premiers chèques, on va le voir, ont déjà été remis en grande pompe dans l'État de Pennsylvanie, où l'élection peut se jouer, on l'a dit, à seulement quelques milliers de voix. Alors avec cette loterie, Musk espère donc rallier de nouveaux électeurs derrière Trump, mais pour certains avocats, cela revient à acheter des voix, ce qui, semble-t-il, est contraire aux lois fédérales et donc passible d'une amende de $10 000. Mais c'est complètement acheter des voix. Le mec qui donne 1 million à tous ceux qui certifient « je vais voter pour Trump ». Évidemment que tout le monde va tenter sa chance pour gagner $1 million. Évidemment. Et de 5 ans d'emprisonnement. Mais pour d'autres, Elon Musk joue simplement la zone grise, c'est-à-dire qu'il n'incite pas directement à voter pour une personne, mais plutôt à signer une pétition. Alors maintenant, imaginons que Trump remporte cette élection de manière très serrée. Patricia Lémonière, est-ce que vous pensez que les démocrates vont engager une bataille juridique, avoir des recours pour dénoncer cette loterie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura sûrement les démocrates vont se battre aussi. Ils ont déjà toute leur batterie d'avocats prêts à contester. Alors, reste à savoir s'ils vont particulièrement attaquer sur Elon Musk. C'est l'avenir qui nous le dira. En ce qui concerne la légalité ou l'illégalité, nous, en France, on a toujours envie de dire effectivement c'est illégal tellement cela nous choque. Tellement c'est énorme. Purement et simplement, si on s'en tient qu'au texte aux États-Unis, dans la mesure où il n'y a pas achat de vote pour voter directement, c'est simplement on demande de signer une pétition, en quelque sorte. Donc c'est totalement indirect et effectivement c'est une zone qui est très grise et je fais confiance quand même à Elon Musk de s'être entouré. Ils vont vraiment jusqu'au bout, sans déconner, pour essayer de trouver quelle est la zone grise. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est de voir que cet homme, qui est quand même un atout
entre guillemets pour Donald Trump, parce que c'est quand même l'homme le plus riche du monde. Bon, enfin, parmi les trois, on va dire c'est l'homme le plus riche du monde. Évidemment que quand tu l'as de ton côté, ça va évidemment augmenter tes chances, surtout quand il fait des dingueries comme ça, de faire gagner $1 million aux gens qui signent une pétition de voter pour Trump. Ah, évidemment que ça va jouer en ta faveur. C'est quand même le méga patron mondial, le plus grand patron au monde. Alors, ça fait très chic d'avoir le plus grand patron du monde et l'homme le plus riche du monde à ses côtés. Mais cet homme en ce moment est comme un gamin qui jubile. On a l'impression qu'il découvre les meetings, il saute, il rigole, il semble complètement très heureux. Ce qui est dramatique, c'est que c'est un homme qui prêche quand même, qui est liberticide, et qui le monde qu'il veut nous vendre est quand même un monde très dangereux. Et donc cette association Trump-Elon Musk, je ne sais pas si elle durera très longtemps dans le temps, parce que c'est quand même deux égos hypertrophiés, mais à la fin est inquiétante. Mais Maxime Cherveau, il utilise quand même sa fortune personnelle. C'est 75 millions d'euros qui ont été mis dans la campagne de Donald Trump. C'est quand même une influence qui est non négligeable. Donc pas 118 ni 18. Non, c'est au regard de sa fortune. Au regard de sa fortune. Mais est-ce que ça a un impact ça peut avoir un impact réel sur l'élection? De toute façon, si l'élection elle est remportée dans cet État à 2000 voix à chaque fois, tout peut avoir un impact sur l'élection. Maintenant, sur Donald Trump, et c'est aussi un petit peu le miroir des chiffres. C'est-à-dire que c'est pareil, on dit que Kamala Harris a levé 1 milliard en l'espace depuis l'annonce de sa campagne, c'est possible. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites avec 1 milliard en 2 mois? C'est ça la question. Et donc c'est pareil avec Elon Musk. Comment quelqu'un qui n'a jamais monté de campagne électorale, il n'a pas d'infrastructure électorale. Enfin, il a X, il a le réseau social, c'est une... Mais les 75 millions, c'est 75 millions pour payer des gens à faire du porte-à-porte. C'est pas mal. Oui, mais en fait, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a déguisé. Oui, mais en fait, c'est... Comment dire? En 1 mois et demi de temps, vous n'avez pas le temps de monter un vrai effort électoral efficace. Mais donc ça peut aller ramener des électeurs, je suis d'accord. Ça fait le show. Ça met en difficulté l'adversaire en disant on a 7 éléments en plus à gérer en face de nous, mais on a même déjà des premiers cas où des personnes auraient largement surestimé le nombre de portes auxquelles ils auraient frappé pour toucher l'argent au bout du compte. Par exemple, on parle de réseaux sociaux. Est-ce que, quelque part, ce qui n'est pas plus inquiétant, c'est les ingérences extérieures, étrangères, avec beaucoup de fake news, on dit qui viennent de Russie, de Chine, d'Iran même, et qui sont relayées notamment sur Twitter, mais au-delà sur Instagram et sur les réseaux sociaux qu'on connaît? Oui, alors pour revenir sur Musk, je pense que le plus grand danger... Mais c'est vrai, il a raison. Même si tu as 1 milliard actuellement, qu'est-ce que tu fais avec les 1 milliard pour ta campagne présidentielle? Les mecs, ils vont payer des gars pour faire du porte-à-porte et tout. Mais bon, est-ce que c'est vraiment, ça va changer quelque chose? Je sais pas, hein. Le coup des gars de faire gagner 1 million, ça c'est... Enfin, d'un point de vue stratégie politique, je trouve que c'est du génie. En plus, ça fait le buzz partout et tout. Voilà. On a dit que c'était une campagne genrée. Il est bon, lui. Hein. Il est bon. C'est l'identification de tous ces mâles avec ce type qui a si bien réussi. Et si lui soutient Donald Trump, c'est que Donald Trump, c'est quelqu'un de bien. Et ça, j'ai l'impression que c'est certainement aussi important que le million, etc. Et il n'y aura pas de poursuite. Là, je parlais avec des gens au ministère de la Justice. Par rapport à la loterie. Oui, c'est trop compliqué, c'est trop ténu, il n'y aura pas de poursuite. Alors, votre question, je l'ai oubliée. Sur les ingérences étrangères Alors, oui, mais la difficulté des ingérences, c'est que théoriquement, les départements de la cybersécurité sont au courant, ils essaient de les arrêter. Mais si les réseaux sociaux ne font pas de modération, que se passe-t-il? Donc eux, ils essaient d'agir en aval alors qu'il faudrait agir en amont. Bonne conclusion pour ce débat. On n'a plus le temps. Donc on attend, on verra le 5 novembre. Merci à tous les trois d'être venus explorer notre question du jour. Très très bientôt. Ah bah ils ont arrêté comme ça. Putain, bête de documentaire, hein. Encore une fois. Oh là là, 28 minutes Arte, toujours j'ai que ça dans mes recommandations, c'est abusé. Bon bah les amis, putain, ça va... Bah du coup, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il y a 7 États qui vont être clés. Il y a Elon Musk qui rajoute son grain de sel dans le truc. Et surtout, ce que je ne savais pas, c'est que Trump, il a placé ses pions partout pour contester Kamala Harris si elle gagne. C'est ça le truc de fou, quoi. Bref. Anyway. Bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire tout ce que vous en pensez de tout. Si vous avez... Peut-être parfois j'ai dit des bêtises.
faut m'excuser, des fois, voilà, il y a des informations qui peuvent être parfois incomplètes. Et c'est l'occasion pour vous de compléter ça en commentaire, les amis. Et on se revoit dans une prochaine vidéo, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bye bye!